Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Président du groupe Modem à l'Assemblée nationale et on peut le dire l'un des plus proches du Premier ministre François Bayrou. Beaucoup de questions à vous poser, notamment sur cette visite éclair d'Emmanuel Macron qui vient de se terminer à Washington. Il a donc rencontré Donald Trump alors qu'on sait que les États-Unis sont en train de vouloir régler le problème ukrainien, seuls dans leur coin, sans les Ukrainiens et sans les Européens. Est-ce que vous pensez que comme Emmanuel Macron, les choses sont en train de bouger, qu'une trêve est possible dans quelques semaines ? Il y a deux choses qui sont en train de bouger. La première, c'est que les Ukrainiens et les Européens reviennent dans le jeu avec le sentiment que quelque chose a changé de ce point de vue-là, puisqu'on avait le sentiment que c'était simplement le dialogue entre M. Poutine et M. Trump qui devait régler le conflit. Or, la guerre est en Ukraine, l'agressé et ce sont les Ukrainiens. Et par ailleurs, nous sommes sur le continent européen, il n'était pas possible que les choses se fassent sans nous. Puis deuxième élément, c'est la perspective de la paix, et la perspective de la paix durable. Perspective de la paix, c'est d'abord le respect de ce qu'est l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et c'est ça l'objet du débat, reconnaissons-le. La préservation aussi de ses ressources, que je vois bien, j'entends M. Trump dire qu'il doit... Il y a un accord qu'il y a un qui est espèce de droit de quasiment fait tirage sur sur les les minerais et les richesses de l'Ukraine, et j'entends corollairement d'ailleurs que M. Poutine dit la même chose. Donc ça, c'est un problème, évidemment, parce qu'une guerre ne peut pas avoir pour objet, par ailleurs, au-delà de l'annexion, de piller les richesses d'un pays, parce qu'au fait, on obère sa capacité à se développer dans les années qui viennent. Puis un deuxième sujet, c'est la capacité, je trouve qu'il y a eu une avancée hier, de garantir une paix durable, c'est-à-dire de faire en sorte que ce ne soit pas une pause dans la guerre. Et on connaît M. Poutine, il a souvent gagné des territoires, fait une pause, puis repris son offensive. On l'a vu en 2014. Et on l'a avec vu la en Crimée. 2014. Et donc, il faut qu'on puisse la garantir. Et la meilleure façon de la garantir, c'est sans doute qu'il y ait des Européens sur le sol ukrainien qui viennent garantir cette paix. Ça, c'est Ça une veut bonne dire qu'on nouvelle. est en train de préparer les esprits. Est-ce que le fait qu'il y ait des soldats européens et donc français qui vont s'interposer sur cette ligne, sur la future frontière entre la Russie et l'Ukraine ? Oui, il me semble que cette hypothèse est une hypothèse sérieuse. C'est pas la première fois qu'il y a des soldats français dans le cadre d'une opération internationale sur un sol pour garantir la paix. Avec les casques bleus, On a eu des casques bleus au Liban, on les a toujours d'ailleurs pour un certain nombre d'entre eux. Donc il n'y a rien de choquant, il n'y a rien d'original d'une certaine façon de ce point de vue-là, sauf que là on est sur l'espace européen directement et que donc c'est une forme de nouveauté. Est-ce qu'on devra augmenter une nouvelle fois notre budget militaire pour faire face à cette nouvelle menace, avec la Russie qui est toujours présente et de plus en plus menaçante? Est-ce qu'il faudra peut-être, comme l'a dit le ministre de l'économie la semaine dernière, qu'on travaille davantage en France pour financer cet effort de guerre? On verra les voies et moyens, mais en tout cas qu'il y ait besoin de renforcer encore l'effort de guerre. Mais saluons d'abord ce qui a été fait depuis 7 ans. Nous en avions rabattu depuis 20 ou 25 ans, au travers des lois de programmation militaire, d'abord qui étaient plutôt plus faibles, et deux qui étaient jamais respectées. On a une loi Là, plus maintenant, forte, on est à plus de 2% on du est à plus de PIB. 2% et on respecte la trajectoire, ce qui est quand même important dans un pays comme le nôtre qui a pris l'habitude malheureusement de ne pas respecter ces trajectoires. Mais peut-être qu'il faudrait 5% du PIB. Sans doute, si oui, on- sans doute faudra-t-il si on aller doit plus se loin passer des États-Unis. et en répartissant ce qui est le cadre national et le cadre européen aussi. On voit bien que la question de la défense européenne est une question d'abord de retrait des États-Unis, singulièrement. On voit bien que Donald Trump veut retirer les moyens des États-Unis, considérant que son espace géostratégique n'est plus vraiment l'Europe, mais ailleurs en Asie. Et deuxième élément, parce que les menaces grandissent, et en particulier, c'est les menaces russes. Donc on aura besoin de mettre des moyens en plus. Après, on regardera la façon de le faire. Un mot pour finir, justement, il y a un débat qui sera organisé au Parlement la semaine prochaine sur la question ukrainienne. Est-ce qu'il faut simplement réaffirmer le soutien de la France ou est-ce qu'il faut aller plus loin, parler déjà de la suite quand la paix sera venue? Le soutien de la France, évidemment. Je pense, j'espère qu'on aura une unanimité et que les voix parfois un peu discordantes qu'on a entendues au début de ce conflit seront tues, parce qu'on voit bien maintenant les poussées de Vladimir Poutine. En tout cas, ceux qui avaient les yeux fermés les ont ouverts depuis 3 ans singulièrement. Parler de LFI et du RN. Et du RN, oui, parce que singulièrement, 8 jours avant, il nous expliquait qu'il n'y aurait jamais d'agression en Ukraine et que c'était une lubie pré-présidentielle. La vérité, c'est que la guerre est bienvenue dans les semaines qui ont suivi. Deuxième élément, il faut essayer de trouver effectivement les bases de ce que peuvent être l'implication de la France et de l'Europe dans la résolution de ce conflit. Marc Fesneau, après l'attentat islamiste de Mulhouse, un conseil interministériel de contrôle de l'immigration est prévu demain. Il devrait prendre une tournure un peu particulière. Est-ce qu'il faut engager un bras de ferme plus fort, plus ferme avec l'Algérie? Regardez à la une du Figaro ce matin, c'est la phrase de François Bayrou hier qui a parlé d'une situation inacceptable. Il a raison, c'est une situation inacceptable parce que ce n'est pas la France qui engage le bras de fer, c'est manifestement l'Algérie, malheureusement, qui a décidé d'engager un bras de fer avec le pays. Et nous, comment on réagit? Ça n'est pas la première fois que nous avons quelqu'un qui doit quitter le territoire français, qui est de nationalité algérienne et qui est refusé à la frontière algérienne. Donc, que fait-on? Donc, il faut dire aux Algériens que nous avons des accords de coopération, je pense aux accords de 68, qui viennent faciliter, au fond, l'obtention de visa. On ne peut pas demander à la fois à la France d'être généreuse, d'avoir un regard particulier sur l'Algérie, et quand on demande à l'Algérie de reprendre ses ressortissants,
de ne pas avoir de réciprocité. Donc il faut Donc ces poser accords, on les supprime? Non, la question, c'est pas forcément d'être aussi abrupt que ça, mais en tout cas, la question doit être posée aux Algériens de la réciprocité. On ne peut pas se retrouver dans une relation bilatérale qui soit une relation où à chaque fois qu'on demande aux Algériens de reprendre des ressortissants, et là on est dans un cas dramatique, c'est un ressortissant qui a été pour 10 fois, on a tenté de le renvoyer en Algérie, et 10 fois l'Algérie a refusé. Et vous voyez que l'Algérie se moque de la France, ça va Oui. continuer encore comme ça combien de temps? Non, je ne crois pas que l'Algérie se moque de la France. C'est le sentiment qu'ont beaucoup de Français, on a l'impression d'être humiliés. Oui, ce que les Français se sentent. Comme l'a dit François Bayrou. Il n'y a pas que les Français qui ont ce sentiment. Les responsables politiques ont ce sentiment. Et sans doute avons-nous laissé trop longtemps tarder cette situation en disant désormais, maintenant, il faut dire aux Algériens, il y a des accords de coopération, vous ne les respectez pas, ça remet en cause les accords de coopération que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Nous avons tendu beaucoup de fois la main auprès de nos amis algériens et beaucoup de fois, cette main n'a pas été saisie. Bon, eh bien, écoutez, il faut peut-être changer de registre et de braquet, et c'est en tout cas, me semble-t-il, l'objet de cette réunion de demain. Les retraites. À propos des retraites, une concertation avec les partenaires sociaux qui va débuter jeudi prochain après l'état des lieux qui a été remis par la Cour des comptes la semaine dernière. Est-ce qu'il faut laisser faire les syndicats et les représentants patronaux, ou est-ce que ce ne serait pas quand même le rôle du gouvernement de décider quelle réforme des retraites on met sur la table? Il va falloir qu'on se mette d'accord dans ce pays. On a pendant longtemps reproché au gouvernement, au président de la République singulièrement aussi, de bypasser, si vous me permettez l'expression, le dialogue avec les corps intermédiaires. Avec les corps intermédiaires. Voilà. Alors moi, je conseille, désormais que le cadre budgétaire est posé, la perspective de déficit est posée, de laisser faire les partenaires sociaux. Le gouvernement, il a toute l'attitude à l'issue de ces travaux de dire je me saisis de ce que peut être un accord éventuellement pour faire en sorte qu'on puisse améliorer cette réforme des retraites. Donc ne venons pas, alors ni le Parlement, ni le gouvernement, ni le Parlement, ne venons pas préempter un débat et préempter un dialogue qui est en train de se construire entre les partenaires sociaux. Donc pour l'instant, par exemple, comme le dit le ministre de l'économie là encore, où il dit qu'il faudra peut-être augmenter la contribution des seniors. Non, pour vous, c'est pas l'heure de parler de ce genre de mesures. C'est une contribution au débat, mais il me semble qu'il faut laisser les partenaires sociaux, les organisations patronales, les organisations de salariés, dialoguer entre elles et essayer de trouver un chemin. Vous êtes d'accord avec cette idée ou pas, par exemple ça fait partie de la panoplie des idées, mais on verra sur l'ensemble des idées comment tout ça peut s'équilibrer. Ça ne peut pas être qu'une contribution unilatérale des uns ou des autres. Un mot de l'affaire, de ce qu'on appelle l'affaire Betaram. Il y a François Bayrou qui a toujours indiqué qu'il ne savait pas ce qui s'était passé dans ce lycée, qu'il ne savait pas les dérives qu'il y a pu y avoir. Et puis il y a eu cette plainte qui a été donc déposée hier par l'un des plaignants, déposée contre François Bayrou pour non-dénonciation de crime. Pourtant, regardez ces images. C'est un sujet du 20h de France 2 en 96. François Bayrou, il est ministre de l'Éducation. Et on parle déjà de punitions humiliantes, disproportionnées. Enfin, en fait, on a du mal à comprendre que François Bayrou n'était absolument pas au courant, Marc Fesneau. Non, mais écoutez, il y a deux sujets dans cette affaire. D'abord, il y a le contexte, c'était il y a 30 ans. Et sur la question de la sévérité dans les établissements, on a un regard aujourd'hui qui n'était pas celui. Je parle de la sévérité physique. Je ne parle pas des actes qui relevaient d'un... Une gifle ou une maltraitance de l'époque, aujourd'hui n'a pas le... Je rappelle que n'ont été interdits le recours au physique que dans les années 90. Il était autorisé, et je l'ai vu moi quand j'étais en classe jeune, qu'il était assez commun. Il arrivait de voir une gifle ou une violence dite physique à l'époque et sans que personne s'en offusque. On a heureusement changé de regard sur ces sujets-là. On a raison d'avoir changé de regard parce que c'était sans doute un problème. Mais donc pour vous, les accusations contre François Bayrou sont injustes? Pour moi, les accusations sont injustes parce que dès lors que, d'abord, il y a eu quand il a été saisi de cette question-là, je rappelle qu'il y a eu un rapport d'inspection. Alors on peut regretter que le rapport ait dit il n'y a pas de problème. Enfin, ceci dit, il y a eu un rapport, il n'est pas resté immobile. Deuxièmement, la question des violences sexuelles, qui sont évidemment d'un autre registre, puisqu'elles relèvent du pénal, elles sont beaucoup plus graves, elles interviennent après son départ du ministère de l'Éducation nationale. Donc si on reprenait les séquences, on verrait que quand il a pu être au courant sur les questions des violences physiques, il a diligenté un rapport qui a dit ce qu'il a dit. Alors, il a eu tort de le dire, ce qu'a dit ce rapport, mais en même temps, quand vous êtes ministre de l'Éducation, vous en référez à ceux qui font des rapports. Et pour ce qui est des violences sexuelles, des actes de pédophilie, de tous les actes horribles qu'on découvre ces dernières années, ces derniers mois, pour le coup, il n'était plus ministre de l'Éducation nationale. Et donc, on n'est plus dans le même registre, me semble-t-il. Parfait, il y a encore beaucoup de questions à vous poser, mais l'heure tourne. Donc, je vous souhaite une belle journée. Bonne journée à vous.